Alors la trajectoire politique de la Russie depuis le début des années 90, c'est une trajectoire au fond assez énigmatique quand on pense en fait aux changements très brutaux et très radicaux qui ont eu lieu en 91-92 et quand on voit la situation politique actuelle, celle de 2017-2018, on a effectivement le sentiment que quelque chose s'est inversé dans la trajectoire de la Russie et qui met complètement en fait en doute les théories de la transition démocratique qui étaient celles du début des années 90. Alors dans cette trajectoire, l'année 2000 marque effectivement un tournant, ou semble marquer un tournant, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, et qui a mis en scène en fait son arrivée au pouvoir politique comme un virage, comme un changement brutal dans l'histoire post-soviétique de la Russie. Or, il convient peut-être d'interroger ce virage, ce tournant, pour montrer aussi des formes de continuité entre cette expérience des années 90, qui a été une expérience très traumatisante pour la société russe, et le pouvoir qui s'est construit depuis le début des années 2000. Voilà, donc un virage autoritaire, sans nul doute, mais un virage aussi à rediscuter pour essayer de voir comment se sont articulées en fait des évolutions datant des années 90 et qui sont postérieures à l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Alors se pose effectivement la question de l'inscription de ces évolutions récentes dans des temporalités plus longues et dans des temporalités remontant à la période soviétique. Donc là aussi, on a un peu par facilité le sentiment que l'histoire actuelle de la Russie, ce retour à l'autoritarisme, se situe dans le prolongement de l'expérience politique soviétique de la deuxième moitié du XXe siècle et de cet autoritarisme stagnant, disons, de la période brejnevienne. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment de voir des continuités avec cette période et la figure même de Vladimir Poutine semble incarner ces continuités puisque lui-même, ancien officier du KGB, incarne au fond cette continuité soviétique. Et dans le même temps, ne voir qu'une trajectoire linéaire depuis la fin de la période soviétique, c'est aussi probablement passer à côté d'un certain nombre de transformations profondes qui touchent à la fois et la société russe et les modes d'exercice du pouvoir. Donc certes une analyse diachronique est importante, c'est-à-dire resituer les événements actuels dans un parcours historique, dans des processus historiques, mais aussi penser ces transformations de manière synchronique, en lien aussi avec des évolutions sociales et politiques qui ont lieu au même moment dans d'autres espaces. Et c'est là aussi que le cas de la Russie peut être très intéressant, à la fois évidemment pour comprendre la trajectoire russe, mais aussi pour essayer d'enrichir nos modèles de compréhension des évolutions politiques actuelles en d'autres lieux. Et d'une certaine façon, cette trajectoire autoritaire observée en Russie, elle nous renseigne aussi sur un certain nombre de tendances ou de tentations parfois autoritaires, populistes, la montée de mouvements extrêmes, radicaux, conservateurs, qui ont lieu dans d'autres espaces. Et donc, il me semble qu'à ce titre-là, l'expérience russe peut permettre d'enrichir l'analyse. Voilà. Je vais peut-être essayer d'être un peu plus concrète ou un peu plus précise dans cette démonstration. En montrant aussi combien cette trajectoire autoritaire documentée en Russie actuellement emprunte en fait à des formes libérales et même démocratiques pratiquées en d'autres lieux, et que d'une certaine façon, cette histoire récente de la Russie, c'est aussi l'histoire d'une appropriation paradoxale d'un certain nombre de dispositifs, de notions, de concepts qui ont été retournés, détournés, et qui ont contribué à l'élaboration d'emprises politiques et sociales qui sont des emprises acceptables au fond aussi par une partie de la population russe. Je vais être à nouveau plus précise en prenant un exemple que moi j'ai travaillé plus particulièrement, qui est celui du recours à la notion de société civile, qui est une notion qui a été mise en exergue dans les programmes de transition démocratique du début des années 90, qui était considérée comme une notion essentielle pour mettre en place le passage de l'autoritarisme à la démocratie en Russie, avec énormément de programmes internationaux de développement de la société civile en Russie, qui ont permis de soutenir aussi un certain nombre d'organisations, notamment dans le domaine de la défense des droits de l'homme.
Et cette notion de société civile et le monde associatif qu'elle a pu porter, cette notion de société civile a été paradoxalement reprise à son compte par la nouvelle équipe, celle de Vladimir Poutine, à partir du début des années 2000. Et là, c'est vraiment à nouveau une énigme. Pourquoi ce pouvoir, qui se veut conservateur, reprend cette notion de société civile et comment il va investir cette notion pour en faire autre chose. Et donc là, on voit bien comment cette idée d'un rôle des associations dans la société, d'une interaction entre autorités administratives et monde associatif, peut à la fois porter des mécanismes démocratiques, mais peut aussi devenir un facteur d'emprise et de contrôle sur la société. Et là, on voit bien qu'en fait, on n'est plus vraiment dans une question d'héritage soviétique, mais dans la question de l'investissement paradoxal de dispositifs inventés dans d'autres contextes. Alors la difficulté, effectivement, c'est de comprendre pourquoi une opposition plus ferme ne réussit pas à s'imposer face à ce nouveau pouvoir qui a bloqué en fait toutes les voies d'expression politique. Depuis le début des années 2000, donc depuis bientôt 18 ans, Vladimir Poutine est au pouvoir avec son équipe et les forces critiques d'opposition n'ont plus accès au lieu de la parole politique. L'accès au Parlement leur est bloqué. Donc il est vrai que toutes les arènes en fait, de débat politique ont été prise en main par le pouvoir actuel. Alors, donc il y a une difficulté d'accéder donc à l'action politique, mais une difficulté aussi de la part de l'opposition russe à trouver les éléments d'un débat contradictoire avec le pouvoir actuel, et ça a à voir avec ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, cette forme d'investissement contradictoire, de lieux communs libéraux ou démocratiques par un pouvoir autoritaire qui tend à priver aussi les opposants d'une partie de leur parole. Et donc, quand les autorités russes disent qu'ils veulent soutenir la société civile, comment, de la part des opposants, lutter contre cette idée qui leur est propre, qui vient de leur monde. Et donc on voit bien une forme de dépossession, dépossession par le pouvoir des thèmes et des principales revendications de l'opposition. Donc en fait, les mouvements protestataires actuellement essayent d'investir des questions qui peuvent mettre en difficulté le gouvernement actuel, comme la question de la corruption par exemple, très travaillée par Alexeï Navalny. Mais là aussi, sur cette question de la corruption, un certain nombre de responsables des élites russes affirment aussi leur volonté en permanence de lutter contre la corruption. Donc où se fait le dissensus, où se fait, comment peut se construire l'opposition. Donc on voit bien là ce jeu permanent de reprise aussi d'arguments de l'opposition par les autorités centrales qui rendent difficile un débat démocratique en Russie. Voilà. Alors ça, c'est une partie de l'explication que j'essaye de développer. Évidemment, les formes d'emprise aussi sur la critique sont extrêmement diverses et mouvantes. C'est aussi ce qui est caractéristique, je pense, de cette organisation politique, c'est qu'on a le sentiment d'une très grande stabilité depuis le début des années 2000, depuis 18 ans, incarnée par une figure, donc celle de Vladimir Poutine. Mais si on regarde les choses dans le détail, en fait, on voit un pouvoir qui s'ajuste en permanence et une société qui répond aussi en permanence à ces nouvelles injonctions, avec un travail législatif permanent, l'adoption sans cesse de nouvelles lois qui viennent remplacer les lois existantes, qui sont assez floues en général, qui laissent la voie à l'arbitraire. Et donc derrière cette très grande stabilité politique, il faut voir aussi des formes d'ajustement permanent qui marquent aussi des formes d'instabilité. Alors la question effectivement de l'espace public et du déroulement du débat public est une question essentielle aussi pour comprendre ce qui se passe en Russie. Et de ce point de vue-là, analyser ce qui se passe sur la scène médiatique permet de renseigner aussi ces nouvelles formes d'exercice de l'autorité. Dans le cas russe, qui est très paradoxal à nouveau, c'est que l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et ces 18 ans de pouvoir correspondent à peu près exactement avec le déploiement d'Internet en Russie. Et donc là aussi, on est face à une énigme, c'est-à-dire que Internet, qui a longtemps été considéré comme un outil de la démocratisation, de la démocratie participative, un nouveau lieu d'expression citoyen, apte à porter du journalisme citoyen, etc., donc vraiment un outil démocratique, en Russie, ça s'accommode parfaitement du déploiement d'un État non pluraliste et conservateur. Donc c'est vrai que là, on est face quand même à une belle énigme politique et sociologique. Et qui ne signifie pas
que le pouvoir russe contrôle complètement Internet ou bloque Internet un petit peu à la manière chinoise, où là, les modes de contrôle du web sont beaucoup plus serrés. En Russie, le web, Internet, s'est développé assez longtemps dans une relative liberté, avec un web extrêmement riche, peut-être même parfois plus riche que les espaces Internet que nous connaissons, hein, puisque coexistent à la fois des applications occidentales, Facebook, les réseaux sociaux, etc., Google, mais que ces applications occidentales coexistent avec des applications typiquement russes, Contact, le réseau social russe, un moteur de recherche qui s'appelle Yandex. Donc voilà, même d'une certaine façon un pluralisme, en tout cas technique, presque plus grand. Et pourtant, voilà, cette coexistence avec un contexte autoritaire. Donc l'Internet russe, c'est à la fois des espaces de liberté publique, de parole, l'émergence de médias alternatifs, mais c'est aussi une source foisonnante d'inventivité probablement pour le pouvoir, qui est aussi très soucieux de s'inscrire dans ces nouvelles technologies et d'en faire usage. Et celui qui a incarné très bien cela, c'est Dmitri Medvedev, quand il a été président de Russie avec Vladimir Poutine comme Premier ministre entre 2008 et 2012, qui a vraiment soutenu très fortement la filière Internet, le développement des nouvelles technologies, et avec une capacité là aussi, hein, du projet politique russe à investir ces nouvelles technologies et à en faire une sorte de vitrine. Et on le voit à la fois en Russie, avec des médias favorables au pouvoir qui reprennent des formes extrêmement branchées, hype de communication. Et on le voit aussi au niveau international avec le lancement de ces chaînes russes d'information internationale comme Russia Today ou le site Sputnik, qui exploitent toutes les possibilités offertes par Internet pour porter un message qui va être le message conservateur et traditionnaliste du pouvoir russe. Donc on a là à nouveau ces usages renversés des nouvelles technologies. Cette appropriation des techniques les plus modernes, à la fois de communication et de gestion aussi, de management en fait du pouvoir, ces méthodes extrêmement novatrices en fait, à nouveau rendent difficile la critique, en Russie même, mais aussi à l'étranger. Donc on voit bien qu'en fait on a du mal à contrecarrer le narratif porté par ces nouveaux médias. Alors cette difficulté, elle est liée aussi à l'émergence dans nos propres sociétés, hein, de mouvements conservateurs aussi, et voire radicaux, populistes, qui vont converger avec ce narratif proposé par les autorités russes et relayé par leurs médias. Donc penser le succès d'une certaine façon de ces médias russes dans les espaces occidentaux, c'est aussi penser les forces conservatrices qui travaillent nos propres sociétés. Et si on prend le cas français, c'est particulièrement net, avec la montée malgré tout, hein, de mouvements de droite extrême, conservateurs, traditionnalistes, hein, qui sont en lien intellectuel avec les évolutions qui ont lieu à Moscou et qui vont là aussi utiliser le même type de réseau pour faire valoir leurs paroles. Donc ce qui se joue en Russie, à nouveau, n'est probablement pas complètement spécifique à ce pays, mais doit être pensé aussi en relation avec des évolutions politiques qui ont lieu dans nos propres sociétés et qui sont marquées aussi par une forme d'affaiblissement en fait, des forces politiques traditionnelles. On voit bien que les partis politiques ont du mal à trouver leur place dans les dispositifs politiques actuels. Bon, c'est le cas en Russie pour des raisons institutionnelles, hein, avec ces pressions qui portent très fortement sur les partis politiques, mais c'est le cas aussi dans nos sociétés où on voit bien des reconfigurations très rapides liées aussi à l'affaiblissement des partis politiques traditionnels, des affrontements politiques et idéologiques traditionnels et des reconfigurations qui laissent place à des nouvelles formes politiques, mais notamment aux extrêmes. Et d'une certaine façon, on a là aussi des formes de corrélation avec ce qui se joue actuellement en Russie. Alors la société russe est une société extrêmement complexe et diverse. Il faut rappeler quand même aussi
l'étendue de ce pays, des situations aussi régionales extrêmement différentes. Et à ce titre, voilà, il faut prendre en compte cette complexité pour savoir de quoi on parle, pardon, quand on parle de la Russie. Les situations vécues à Vladivostok et à Saint-Pétersbourg ne sont pas du tout les mêmes. Les situations vécues dans le Caucase et dans le Grand Nord sont très différentes. Et donc, on est face là aussi à la nécessité de prendre en compte cette complexité. Parler de la Russie ou des opposants russes, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des situations extrêmement différentes. Donc, ce qu'il faut, le premier élément peut-être, c'est d'être capable de comprendre cette société complexe, d'adapter aussi nos relations à des configurations, des situations qui ne sont jamais simples. Et donc, sortir d'un discours trop simple qui opposerait le pouvoir et l'opposition, qui opposerait les villes et la province, qui opposerait le passé soviétique et la modernité occidentale, permettrait en fait de mieux comprendre ce qui se joue en Russie et d'être plus en étant plus à l'écoute en fait, d'être plus à même aussi peut-être d'engager un dialogue qui permette de changer les choses. Donc il y a un certain nombre d'initiatives en Russie actuellement qui sont intéressantes à ce titre, enfin dans cette volonté de changer des choses peut-être plus sur le long terme que dans l'immédiateté politique. C'est-à-dire qu'il y a aussi un constat que s'engager dans des débats très tranchés, très clivants dans la Russie contemporaine est un exercice assez difficile parce qu'il y a une forme aussi d'inquiétude face au clivage politique, face au risque du chaos, face à la déstabilisation. Donc c'est difficile à entendre. Et par contre, avoir un discours penser à plus long terme, qui porte plus sur les aspects culturels, par exemple, peut être une façon de maintenir le dialogue et de réfléchir au changement à long terme. Et je vais prendre un exemple à nouveau plus concret. Une équipe de journalistes politiques très engagés dans la critique du régime Poutine au début des années 2010 a maintenant choisi de lancer un site de vulgarisation scientifique sur des questions d'histoire et de culture. C'est un site qui s'appelle Arzamas et en essayant de faire le pari au fond que parler politique et s'opposer directement n'est pas efficace, mais que par contre essayer de discuter d'un certain nombre d'événements historiques ou de réalités culturelles peut permettre de faire avancer la réflexion politique de façon détournée. En détournant les contraintes. Et donc là, je pense que ce sont des formes d'action qui sont à la fois intéressantes et qui permettent d'éviter la confrontation directe et brutale qui fonctionne quand même très mal. Alors, le centenaire des révolutions de 1917 est effectivement une bonne occasion pour se repencher en fait sur la question de la mémoire soviétique dans la société russe actuelle, avec un embarras très grand face à ces révolutions de 17 qui ont été au fondement du régime soviétique et qui aujourd'hui, en 2017, placent tous les acteurs, et c'est vraiment fascinant, dans un très grand malaise en fait. C'est le cas du pouvoir, très clairement, c'est-à-dire que le pouvoir russe n'a pas souhaité mettre en place des célébrations du centenaire de la Révolution de 17, donc avec peut-être une crainte évidemment du message révolutionnaire et des risques de déstabilisation qu'il peut porter. Donc ça, c'est assez compréhensible. Mais on sent ce même embarras du côté de l'opposition, en fait. C'est-à-dire que ces mouvements critiques et d'opposition qui pourraient porter une opposition et qui pourraient faire retour sur l'expérience révolutionnaire pour justifier leur action, sont très, très méfiants face à cette histoire-là. Parce que l'histoire des révolutions de 17, et surtout l'histoire de la révolution d'octobre, c'est ensuite aussi l'histoire soviétique des années 20, mais surtout des années 30, la période de la guerre civile, et puis la montée vers la terreur. Et donc il y a une très grande difficulté à s'emparer de ces événements. Alors il y a quand même eu quelques initiatives émanant là à nouveau des cercles plutôt libéraux et démocrates, et notamment l'idée de refaire une histoire individuelle, personnalisée de la Révolution de 17, fondée sur des égo-documents, en reprenant des journaux intimes, des courriers, des lettres de l'époque de la Révolution, et en essayant de documenter l'année révolutionnaire à partir de ces égo-documents, avec d'une certaine façon l'idée d'humaniser cette histoire, de la rendre plus proche aussi peut-être de la société actuelle.
mais en même temps en affaiblissant au fond son message politique, c'est-à-dire et en affaiblissant à nouveau le clivage politique porté par la Révolution. Donc d'une certaine façon, passer par les personnes, par les documents, par les histoires personnelles, c'est une façon aussi à la fois de reparler, de refaire une mémoire des épisodes révolutionnaires, mais c'est aussi une façon d'affaiblir le clivage politique porté par ces événements.